Bienvenue sur le Radiographe, le podcast qui explore le design et qui part à la rencontre des designers d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes Camille et Marion, cofondatrices de l'atelier de design graphique commun, d'illustration et de typographie Emballage Collectif. Toutes les 2 semaines, nous vous invitons à découvrir les coulisses du travail d'un ou de plusieurs designers au travers d'une conversation qui retrace les origines de leur pratique, scanne leur démarche, décortique leurs projets et passe leurs petites anecdotes à la loupe. Ouais, ce qui nous énervait, c'était de se dire, du coup, moi je faisais pas mal de livres pour enfants, parce qu'on bossait avec les éditions Helium aux Associés Réunis, et on se disait, ce serait trop cool de faire des livres pour enfants et d'avoir un site où il y a ça, et en plus des pochettes de black metal, et que tout soit mélangé. Et on l'a fait. Ouais, au début c'était marrant notre site, parce que du coup c'était vraiment ça, quoi. Il n'y avait pas grand chose, mais du coup il y avait un gros contraste entre les projets, quoi. Pour ce 8e épisode du Radiographe, nous nous sommes rendus à l'atelier au 5A, que l'on peut aussi nommer AAAAA, composé de Léopold Roux et Marie Sour, tous deux designers, ainsi que d'Hugo Bouissou, programmeur. Niché dans le quartier de Belleville à Paris, le trio aux compétences hétéroclites unis par une même passion pour la musique, et plus particulièrement pour le métal, nous a plongé dans son univers le temps d'une conversation, durant laquelle nous avons parlé de musique, évidemment, mais aussi de dessin, d'électronique, de bouffe, de rétrofuturisme, de code graphique à rejouer, de la force des idées simples autour desquelles on peut élaborer tout un projet, et puis aussi d'andouillettes, avec un A majuscule, comme l'un des 5 A qui composent leur atelier. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable écoute. Marie Sour, Léopold Roux et Hugo Bouissou, vous composez à vous trois l'équipe de AAAAA, ou bien 5A, un joyeux studio de design graphique parisien. Et Marie et Léopold, vous vous êtes rencontrés en 2011 chez les Associés Réunis, où Marie travaillait en tant que graphiste, tandis que Léopold y était stagiaire. Et rapidement, vous vous êtes rendu compte que vous aviez un attrait commun pour la conception de pochettes de disques, principalement pour du métal et du rock, ce qui donna lieu à vos premières créations communes sous le nom d'Abracadabra. C'est ça. Et au fil du temps, vous avez cherché à toucher d'autres supports que celui des vinyles, sans changer pour autant l'identité joueuse et joyeuse qui vous caractérise. Aussi, vous officiez maintenant sous les 5 A de votre premier studio Abracadabra, en ayant étendu énormément le spectre de ce que vous réalisez. Mais avant de parler de votre pratique actuelle à chacun de vous, on aimerait revenir aux origines de votre intérêt pour le design graphique, l'illustration, la typographie et aussi le développement, en vous demandant d'où vient votre intérêt à chacun de vous trois, à la toute base, pour le design graphique ou le développement pour toi, Hugo. Alors, moi pour commencer, en fait, je voulais vraiment, je savais pas ce que c'était le design en fait quand j'ai voulu me lancer dans des études de design. En fait, à la base, je voulais vraiment dessiner, quoi. C'était le dessin. Et donc j'avais commencé en faisant les Beaux-Arts de Metz, où je suis restée au final que 2 mois. Donc c'est une expérience très courte. Et en fait, parce que je trouvais que c'était pas assez, c'était pas l'image que je me faisais des cours de dessin, quoi. C'était pas très académique. En fait, on avait un modèle qui était tout le temps le même, et tout de suite les profs partaient dans des choses très abstraites. En fait, ils nous disaient oui, voilà, il faut dessiner avec les contours, penser à de la brume, alors que bon, moi je voulais apprendre la technique, quoi. Donc c'était très très compliqué pour moi à ce moment-là de comprendre tout ça. Et du coup, après, j'ai travaillé le reste de l'année, donc j'avais arrêté au bout de 2 mois. Puis après, j'ai trouvé l'école Penningen, où j'ai vu que ça avait l'air quand même assez exigeant à ce niveau-là, quoi. Et voilà, et ça m'a plu. Et après, en sortant de l'école, forcément, ouais, au bout de 5 ans à Penningen, on est forcément formaté à devenir directeur artistique. Et tout de suite, on se rend compte que c'est plus simple de vivre aussi en faisant ça que juste en dessinant, quoi. Donc voilà, c'est venu un peu... Et donc toi, c'est vraiment la partie de dessin au sein de... Donc on dit AAAAA ou 5A C'était un peu le jeu. C'était un peu le jeu. Quand on a trouvé le nom, on s'est dit ça va être marrant, personne n'arrivera à le prononcer, nous y compris. Mais ouais, on dit 5A, c'est plus facile, on va dire. Et donc toi, au sein de 5A, c'est plus le dessin, Ouais, alors c'est quand même un peu mélangé, mais on va dire que
j'ai essayé d'en faire de plus en plus. Au début, je faisais un peu d'illustration pour des bouquins, puis on a essayé de l'intégrer à chaque fois, que nos compétences se mélangent avec Léopold, qui lui est plus typo et graphisme. Et du coup, ouais, ça s'est fait un peu comme ça, ce qui fait que moi je fais pas mal de dessins au final. Mais en fait, je fais aussi du graphisme. Mais on peut schématiser un peu comme ça. Des fois, ça s'inverse. Ouais, des fois, ça s'inverse, récemment. Et toi, Léopold? Moi, quand j'étais gamin, je voulais être dessinateur de bande dessinée. Et donc je dessinais mal, mais je dessinais. Et au fur et à mesure, arrivé au collège, tout ça, je commençais à faire peut-être plus, ouais, déjà plus des logos pour des groupes ou des trucs un peu comme ça, enfin très, très amateurs. Et comme j'ai pas pu, enfin, parce que si je voulais pas trop aller au lycée, j'ai fait un CAP et j'ai cherché ce qui se rapprochait le plus de la bande dessinée, d'une certaine manière. Même si j'avais pas vraiment conscience de ce que c'était le vrai métier de la bande dessinée, mais donc j'ai visité plusieurs établissements, dont des trucs atroces de cartographie ou d'enseignes de néon ou des trucs comme ça, pas trop passionnants. Et j'ai visité Corvisart, qui eux avaient une formation CAP Bac Pro de dessinateur exécutant en communication graphique. Et au début j'étais sur liste d'attente et genre au mois de juillet pour le mois de septembre j'ai su qu'il y avait eu 2 désistements et que j'ai été pris là-dedans. Et donc très tôt j'étais dans un cursus des arts graphiques en fait et de l'art appliqué. Et donc après 2 ans de CAP, je fais 2 ans de Bac Pro en alternance où là c'est très professionnalisant. J'ai refait une prépa en fait, ce qui m'a permis d'accéder aux études supérieures. Pour retomber dans quelque chose de quand même plus créatif, moins purement technique. Et alors moi, du coup, je suis pas du tout graphiste. Je suis programmeur et en fait, par passion finalement. J'ai commencé par l'électronique. J'ai beaucoup fait d'électronique en étant gamin et après j'ai fait un bac d'électronique. Et puis forcément, ça a très vite découlé sur la programmation informatique. Et voilà, après j'ai bossé un peu en entreprise et ça m'a pas vraiment plu, c'est pour ça que je me suis un peu plongé dans le monde du graphisme, même si j'y connais rien du tout. Mais en fait, il y a un truc avec les programmeurs, c'est qu'ils ont du mal à faire des belles choses et à respecter des codes graphiques qu'ils connaissent pas. Et donc, je sais pas, j'ai bien aimé me plonger là-dedans et aider, se servir d'algorithmes pour aider à faire des jolies choses, quoi. Et alors, tu es arrivé ensuite? Ouais, moi je suis arrivé un peu plus tard, justement je bossais avant en entreprise. Je suis arrivé à Paris, donc je me suis mis en freelance, j'ai fait des trucs à droite à gauche. Et puis en fait on s'est rencontré avec Léo par amis communs, quoi. En buvant des coups. Et puis voilà, vous étiez en train de grossir un peu, donc vous avez de plus en plus de projets. Un site, en fait. Ouais. On avait un projet pour des avocats, où du coup ils nous demandaient une identité globale. Et c'est vrai qu'on avait pas trop bossé avec des développeurs avant et du coup je sais plus après comment c'était passé. Hugo était là à ce moment-là et du coup on avait décidé de bosser ensemble sur ce projet. C'était le premier truc, quoi. Et ouais, on s'était un peu amusé parce que c'est un cabinet d'avocats en affaires, donc ça a une image très corporate, quoi, en fait. Et donc, on s'était dit qu'on allait quand même essayer de s'amuser et de faire un truc au niveau du site qui soit un peu dynamique, quoi. Et alors, vous deux, comment ça s'est fait? Comment vous avez décidé de travailler ensemble et de fonder finalement Abracadabra, puis 5A? Moi, je bossais aux Associés Réunis et puis Léopold est venu en stage, donc j'étais son maître de stage et je sais plus, un jour tu m'as proposé de faire une pochette pour, c'était quel groupe? Un t-shirt pour 7. Ah oui, c'est ça, ouais, un t-shirt pour un groupe de black metal. Et voilà, et du coup je lui ai dit oui, donc j'ai fait l'illustration, puis lui il a fait le graphisme. Après on avait fait quoi? Une pochette pour Warchrist et une pochette pour Darkness Dynamite. Ouais. Bon, c'est là où on a vraiment commencé à travailler ensemble, c'était surtout Darkness Dynamite. Et donc voilà, ouais, ça a commencé un petit peu le soir, on s'échangeait nos projets après le boulot et tout, c'était marrant. Et du coup on s'est dit, si on prenait un nom, c'est venu vraiment. Ouais, ça nous faisait du bien d'avoir un truc à nous, même si les associés réunis c'était très bien, c'était assez épanouissant dans les projets qu'ils avaient.
on a quand même tous, je pense, je sais pas, comment dire, pas une certaine orgueil, mais une envie de gérer ses propres projets un jour ou l'autre, quoi. Et donc nous, on va dire que c'est peut-être venu assez vite. Ouais, puis toi, Mais, t'avais pas mal de mm. contacts dans la musique Mm. depuis longtemps. Moi, j'adorais cette musique aussi, donc c'est une passion commune, quoi. Et ça qui nous a rapprochés, ça c'est sûr, quoi. Et donc, ouais, c'était assez marrant. Après, on s'est dit, bah allez, comme on voyait qu'on s'entendait bien, et je sais pas, à chaque fois on se voyait, puis on partait dans des grandes discussions de ouais, on pourrait faire ça, ça. Et, Le but, c'était un peu aussi de sortir du cadre. Quand on travaillait ensemble, justement, c'est plus stage, plus s'est réunis, et là, on peut se lâcher. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de garder un maximum, quoi. ouais, ce qui nous émarrait, c'était de se dire, bah, du coup, moi, je faisais pas mal de livres pour enfants, parce qu'on bossait avec les éditions Helium aux Associés Réunis. Et on se disait, ah, ce serait trop cool de faire des livres pour enfants et d'avoir un site où il y a ça, et en plus des pochettes de black metal, et que tout soit mélangé. Et on l'a fait. Ouais, au début, c'était marrant notre site, parce que du coup, c'était vraiment ça, quoi. Il n'y avait pas grand-chose, mais du coup, il y avait un gros contraste entre les projets, quoi. Ouais, bah, déjà, ce côté protéiforme, je pense, c'est resté une marque de l'atelier, en fait. Peut-être que certains commanditaires se perdent un peu dans ce qu'on réalise, parce qu'il n'y a pas de ligne directrice. On peut faire aussi bien une pub pour les yaourts vrais que bosser pour le Centre Pompidou, quoi. Donc, mais c'est aussi une volonté de casser les codes et de sortir du clivage grappus, anti-pub, qui a perduré pendant un moment. Je pense que c'est ce qui se retrouve quand même pas mal dans les nouvelles générations de studios graphiques qui ont envie de changement, quoi. Et surtout, bah, tuer le père, je pense, d'une certaine manière. Ce qui est bien aussi, parce que les clients, du coup, quand ils viennent nous voir, ils sentent qu'on est capable de faire des trucs assez différents, puis du coup, en général, ouais, ils ont une référence qui leur plaît, mais ils peuvent nous proposer des choses qu'on n'a jamais faites, quoi. Oui, mais finalement, ils viennent vous voir aussi parce qu'ils savent, Ouais, je ils pense savent que vous, justement, vous jouez avec les codes. Ouais. Enfin, on va pouvoir en parler davantage si vous voulez commencer Ah, à tirer les cartes pour rentrer Allez. un peu plus dans le vif du sujet. Allez, la main innocente. Food. Vous êtes en plein dedans. Ça, c'est une très longue histoire. Alors, la bouffe, en fait, tout a commencé avec le fooding, où comment on a eu l'idée de les démarcher? Parce qu'on l'avait acheté le fooding et qu'on se trouvait qu'au niveau de la DA générale du guide, ça nous correspondait pas mal, notamment avec la présence de l'illustration qui est exactement la chose sur laquelle on voulait tendre. On avait fait un bouquin chez 10-18 sur le vin. Et du coup, on s'était dit, tiens, on pourrait leur envoyer ça, peut-être que ça leur plaira. Puis et on l'a fait. Puis on cherchait du taf, parce qu'on bossait plus que les éditions Helium. Et on s'est dit, mais quand même, c'est marrant, ils ont bossé avec plein de gens qu'on connaît, de Valence, Change Good, Jérémy. Nous, on a un nom de bouffe, on aime la bouffe, on vient de faire un truc sur le vin, je sais pas, c'est un peu l'alignement des planètes. Donc on leur a écrit une lettre un peu rigolote comme ça, en jouant sur ce côté bouffe. Et quelques jours après, on a reçu un mail genre, ouais, venez au rendez-vous, on veut vous voir. Puis on a commencé par un petit projet, puis un deuxième plus gros, puis après on a fait le projet avec un Passard, et maintenant c'est... C'était pas un mail, c'était une lettre avec... Ouais, nous on avait écrit une lettre manuscrite. Ouais, on avait écrit une lettre, on leur avait envoyé 1 ou 2 bouquins, et on avait parlé d'andouillettes, ouais, c'était ça le truc. Ça vous aviez sorti le... L'artillerie. Ouais. Bah ouais, puis de ce coup, enfin de ce rapprochement un peu hasardeux, c'est devenu après aussi plus une passion, tu rentres dans une culture, quoi. Et maintenant, c'est vrai qu'on se voit mal se dissocier de cet univers-là, et ça devient... on fait une partie de l'identité du fooding, et ils ont fait une partie de visibilité aussi, et donc les gens nous reconnaissent par rapport à ça, donc c'est assez enrichissant comme relation, parce que c'est dans le temps, quoi, que ça s'établit. Ouais, d'ailleurs, en parlant de clients qui nous font faire des choses qu'on n'avait jamais faites, le fooding, par exemple, ils nous ont fait bosser dans la Céno, et ça, c'était des grandes, des opportunités vraiment, vraiment chouettes, quoi. Un peu défi fou, quoi. Ouais. Et vous travaillez pas donc que dans ce domaine-là, il y a aussi l'édition qui revient souvent.
Ouais. Vous avez fait pas mal de choses Ça, pour c'était les la éditions du première, 18 ou- Bah tout, Ouais. tout ça quoi. Enfin, Oui. Bah ouais, du coup, avec, Mm. comme on avait commencé, comme j'avais commencé aux Associés Réunis, du coup, moi, j'ai tout appris dans l'édition, en fait, avec Gérard Lomonaco et, et Emma Giuliani. Et du coup, on est parti là-dedans avec les éditions Helium. Je bossais déjà pour 10-18 aussi à l'époque. Et voilà. Et donc après, on a continué un peu avec les éditeurs, mais on voulait aussi grandir. Mais du coup, ouais, on a démarché beaucoup sur l'objet, en fait. Ce que j'avais appris chez Helium, c'était vraiment travailler l'objet dans sa globalité. Donc les choix des papiers, technique d'impression, vraiment voilà, le détail, l'objet précieux, quoi. Et ça, ouais, c'est un truc qui nous est resté. Et comme Léopold avait fait des études vraiment axées sur la fab, et moi moins en fait, moi j'ai plus appris sur le tas avec les associés. Et ben du coup, on s'est vachement complémenté là-dedans. J'ai inventé un mot. Ouais, puis, non, puis au fur et à mesure, on se rend compte que cette expertise qu'on a sur le papier et sur l'objet, la réflexion globale, en fait, elle n'est pas seulement de fabricant, mais c'est une réflexion de design qu'on peut appliquer après à n'importe quel support. Donc c'est la même chose quand on fait un site, quand on fait une scéno, c'est la même réflexion, mais après ça crée une marque de fabrique, ce travail de la matière en fait, et forcément du dessin à la main qui revient très souvent. Mais Ouais, je pense puis aussi que... les éditeurs du coup nous demandaient beaucoup d'éco-lecteurs. Parce que quand ils voyaient qu'on bossait souvent sur les matières. Oui, là vous pouviez avoir un vrai choix et avoir un vrai impact. Alors sur des petites collections, ils doivent avoir des modèles. Voilà, ils ont des budgets aussi. Et il y a moins de liberté à ce niveau-là. Non, puis on vient quand même du rock, du métal, où il y a quand même une tradition de l'affiche sérigraphiée, du collage, du do it yourself, et donc je pense que c'est ça aussi qui nous a amené assez naturellement à ce genre de pratique, quoi. Si vous voulez tirer une deuxième carte. Allez. Rétrofuturisme. Ah ouais, bah ça c'est notre néologisme signature. C'est toi qui l'as inventé. Ouais. Bah justement, j'ai tapé rétrofuturisme avant de venir vous voir. Et je suis tombée sur des imageries qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites. Ouais, mais c'est une manière de parler que... Comment traduire ça que... On essaie de garder une certaine contemporanéité dans notre travail, avec la couleur, enfin même les objets graphiques. On a une culture graphique actuelle, mais qui est toujours quand même référencée. Et on aime bien ça, et donc c'est ce mélange des deux en fait. C'est vachement de la culture vernaculaire, du vintage, on va dire, les vieilles enseignes, tout ça. On va dire qu'on n'est pas dans une lettres aussi. Ouais. On n'est pas dans une recherche d'innovation absolue, quoi. En se détachant de toute référence, comme on peut voir souvent à faire du glitch, ou je sais pas, ça peut nous arriver, mais on garde je sais pas, peut-être un truc un peu tradit et un truc un petit peu plus innovant, de toujours confronter les deux. Bah même, par exemple, beaucoup de sites qu'on a fait, c'est hyper inspiré du papier, quoi. Beaucoup de ce que tu fais en graphisme, c'est hyper inspiré du papier, parce qu'il n'y a que des bouquins. Et donc dès qu'on passe sur un support informatique, du coup, ça crée un espèce de mélange qui est étonnant et qui est sympa des fois. Donc on n'a pas l'habitude de voir, ne serait-ce que sur votre site, où on peut choisir quelle sera votre description. Ça. Ouais, on aime bien faire des blagues. Non, le but de s'amuser, c'est que ce mot de rétro-futur, il est un peu marrant, ça traduit bien, je pense, ce qu'on est, quoi. On a le pied entre deux mondes et on joue avec ces différents codes. C'est bien, vous avez presque expliqué l'une des autres cartes qui va venir. C'est pas grave. Vas-y, Hugo, tire une carte. Musique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la musique C'est notre péché mignon. Péché mignon, ouais. C'est vrai que on s'est un peu rassemblés sur la musique aussi, plus qu'en buvant des coups. C'est pas que ça. Ça va avec, on va dire. Ça va avec un peu, ouais, parce que ça reste quand même le fil conducteur entre nous trois, ça reste quand même, on est liés par la musique, on écoute à peu près la même chose, on va au même concert. Avec Hugo, on a commencé à monter un label ensemble où on édite nos propres objets, donc ça fait la pratique annexe de l'atelier. Puis je pense que dans notre travail, ça se ressent pas mal en fait, le côté affiche, grosse typo,
Simplicité aussi des visuels, je pense, ça en fait partie, le côté symbolique, comme un tatouage, quoi, par exemple. Et ça reste le support de prédilection, on va dire, qui paye le plus mal, mais où on se fait le plus plaisir, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc quand on peut en faire... Donc, On peut continuer à en faire encore aujourd'hui. bah ouais, on a commencé donc en faisant du métal, tu vois, puis au fur et à mesure, on a fait genre la Natalia Doko, qui fait une chanteuse argentine de folk. Donc on évolue. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a plus fait de métal. Là, on a switché un peu plus. On avait commencé avec Belleville Music où c'était Lewis Evans, donc beaucoup plus pop. Puis après, Natalia Doko et Julessi aussi, c'est pareil, c'est de la folk. Et là, le métal. Si, on va faire Vortex of End aussi, c'est un groupe de Black Death Metal. Là, on est largué, je crois. Oui. Et non, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand on fait des pochettes de black metal, c'est un univers quand même très marqué, quoi, avec des codes assez forts. Forcément, le noir et blanc, quand il y a de la couleur, c'est du rouge parce que ça fait penser au sang. Un logo illisible. Ouais, un logo illisible. Qu'il faut toujours Il y a réutiliser. beaucoup de codes à jouer, justement, qu'on peut jouer pas mal. Bah casser, Ouais. c'est ça qui est marrant, au fur et à mesure, tu peux les amener quand même vers autre chose. Alors bon, le podcast ne verra pas la pochette, mais voilà, c'est groupe tout en haut, c'est le dernier album de Vortex of End, et je pense on a sorti tout ce qui était démon, tous les petits trucs, tous les gimmicks black metal de base, avec une épuration, quelque chose de vachement plus épuré, beaucoup plus graphique et En fait, on avait contemporain. regardé le travail de Sol Lewitt quand on a fait ça. Enfin, après, ça reste quand même sale et noir et blanc, voilà, hein, mais... Si vous voulez faire la dernière carte, on en a déjà beaucoup parlé. Alors, jouer avec les codes. Comment aborder ça? Non, on va approfondir. Non, l'impression en fait que dans votre travail, à chaque fois vous allez reprendre des codes en y allant à fond, quoi. Enfin, en reprenant des codes et en se disant ouais, vous allez à fond en fait. Enfin, quand vous prenez des codes. C'est plus facile de retirer quand il y a trop de choses que d'ajouter quand ça manque. Tu vois. Donc souvent, même, toi, on arrive même au bout d'un moment d'être déçu par des projets parce que si on y va à fond, puis dans mesure, t'es obligé de l'affaiblir, mais en fait, c'est pas un affaiblissement, c'est juste que les projets, après, c'est une relation avec un client, que t'arrives à un objet commun en fait de communication, mais donc on a besoin aussi de s'en détacher à un moment et d'y revenir pour le réapprécier, quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut y aller à fond. Je pense que ça passe parce que comme on essaye d'y mettre toujours de l'humour, ça marche en fait. Oui, et puis si vous êtes aussi vous faites un peu des funambules, c'est-à-dire que si vous tombiez d'un côté, ça pourrait peut-être paraître trop éloigné de de la référence, de l'autre côté, ça pourrait paraître complètement kitsch. Mais quand vous jonglez finalement avec les différents codes. Mais on essaye d'avoir un concept aussi quand même, une ligne directrice pour chaque projet, ce qui permet aussi d'arriver devant un client avec une certaine assurance et de pouvoir lui proposer des choses nouvelles, quoi, enfin, en tout cas nouvelles, enfin, avec notre patte. Puis au fur et à mesure, on vient nous chercher pour ça également. Ouais, parce qu'on va dire qu'au final, on réfléchit pas toujours sur la forme en premier, mais plutôt sur le fond. En fait, on essaye de pas se répéter quand même. Alors, je sais pas vraiment ce qui paraît de l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on a un peu des gimmicks. Mais ouais, on essaye justement de se dire et là, on pourrait essayer une autre technique, que ce soit moi en dessin où j'essaye de me dire tiens, je sais pas, je vais essayer de faire un truc à la plume, et puis là, je vais essayer de faire un truc avec des feutres. On essaye de pas trop se répéter là-dedans. Mais ouais, je veux dire que on essaye à chaque fois de trouver un concept simple par projet. Et de toute façon, tu le sens, une fois que tu as un concept simple pour un projet, une édition, un client, tu peux l'exploiter au maximum. Et il faut l'exploiter au maximum, parce que si tu as une super idée et que tu le dis à demi-mot, personne ne va le voir, ça sert à rien. Et surtout, si c'est une vraie bonne idée, tu peux l'appliquer sur n'importe quoi, n'importe quel support, tu répètes tout le temps la même chose, et ça va marcher, et c'est comme ça que tu fais comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'essaye pas d'appliquer un style. Ouais. Et quand tu expliques un projet par le concept et pas plutôt par la forme, ça permet à ton interlocuteur de le comprendre et donc de se l'approprier aussi, ce qui crée un dialogue productif pour tout le monde en fait. Donc c'est hyper important. Donc, quand on est en workshop, on voit un peu trop souvent des étudiants qui arrivent, qui ont fait un truc
un peu jolies, tu leur poses 3 questions, tu te démontes leur truc, même si c'est beau, quoi, parce que ça sert à rien en fait de faire un truc beau. Et ça, on est assez attaché à. Après, ouais, c'est de trouver le juste milieu toujours entre. Oui, entre se faire plaisir aussi, mais. Ouais, parce qu'il y a, je veux dire, il y a toujours aussi une envie à la base qui peut partir de quelque chose de plastique quand même, mais. Oui, faut pas de nous mais on imaginer. essaye que ça découle de l'idée. Faut pas nous imaginer quand on dit ça, qu'on cherche un concept, qu'on a 3 livres ouverts devant nous et qu'on est en train de méditer sur sur l'essence du truc. Hein. Souvent, c'est plutôt on est en train de faire du café et d'un coup tu fais mais je sais, on va peut-être faire un truc comme ça et puis voilà quoi. Non, pas du tout. C'est vrai que ça vient quand même plus d'une image mentale ou d'une envie que de. On n'est pas dans la référence aussi. Ouais, mais on n'est pas dans une approche théorique de notre travail, on est plutôt c'est plutôt conceptuel, c'est l'idée maîtresse quoi. On n'est pas en train ni de s'auto-analyser, ni d'analyser trop ce qu'il y a autour de nous, mais c'est plus répondre au concept et à l'envie générale du moment aussi quoi. Est-ce que peut-être on pourrait voir ça à travers un de nos projets que vous Que choisir. Vous montreriez les coulisses. Ouais, aussi peut-être. Alors là, ça va être les libres-échanges. C'est un événement organisé par le Fooding avec San Pellegrino qui aura lieu le 12 avril. Et alors, le concept de l'événement, c'est en gros, déjà le dernier guide Fooding mettait en valeur les chefs étrangers qui bossaient en France. Et là, en gros, c'est 10 chefs qui viennent d'ailleurs, un peu extraterrestres, qui viennent faire un plat avec leur mentor français, en fait, qui les a introduits dans le monde de la cuisine française. Donc toute l'idée est sur l'échange, le partage et le mélange culturel. Et là, je me suis perdu dans mes fichiers. Mais Marie arrive. Alors, du coup, le projet, donc c'est pour le coding. Comme Léopold expliquait un petit peu, ça va être un repas avec 10 couples de chefs. Donc à chaque fois, un chef français et un chef étranger, donc le chef français étant le mentor du chef étranger. Et donc l'idée c'est les échanges de culture et forcément le jeu de mots avec libre-échange, le côté un peu amour libre, tout ça. Comme le Fooding aime bien faire ce genre de jeu de mots. et voilà, et donc c'est un événement qui s'appelle le Grand Fooding San Pellegrino. Donc tous les ans ils font un grand banquet comme ça en partenariat avec San Pellegrino. Et donc il faut que la marque aussi soit visible. Donc c'est un des deals de base, c'est-à-dire qu'on doit reprendre les codes de l'identité de San Pellegrino et aussi forcément de l'identité Fooding. Et donc voilà, l'idée, ça a été un peu le visuel RP le plus long à construire qu'on ait jamais fait pour Fooding. C'était marrant parce qu'on est passé par plein d'idées différentes. Donc ça, vous leur envoyez les croquis comme ça à chaque fois Ouais, oui. À chaque fois ça part vraiment de ça, des petits croquis à la main qui sont du coup assez rudimentaires quoi. Vraiment fait très vite fait, où il y a une intention de composition qui est déjà plutôt bien définie, on va dire, même si la typo c'est très un peu à l'arrache. Mais voilà, du coup, par exemple, là j'avais présenté ces 3 idées-là en fait, sachant que le visuel de l'année dernière c'était un truc avec des points levés qui est là en fait, plat de résistance. Ah oui. Et voilà, et du coup, on a eu tout un truc parce que ça, en fait, ils trouvaient au début que ça ressemblait un peu trop au visuel de l'année dernière. Et pourtant, ils avaient adoré ça. Et donc après, il y avait eu un retravail en changeant un peu les. Donc on était parti sur celui-ci. Et il y avait eu un retravail. Alors, est-ce qu'on change Il y avait eu des gros fruits. Au début, j'avais dessiné des fruits, les durians, ces énormes fruits chinois là, qui sentent très mauvais, qui sont quand même assez particuliers. Et ça, c'est une chayote. Et après, j'avais fait plutôt des mélanges de plusieurs ingrédients, donc des légumes, des fruits, des herbes. Donc c'était plein de petits détails comme ça qu'il fallait changer un peu
forcément pour que puisse le faire accepter aux clients sans Pellegrino. Et après, du coup, on ne savait plus trop, on est parti dans une idée encore différente. Et voilà, il y a eu en fait des milliers de croquis, je vais pas tous les détailler parce que ça va être très très long, je pense. Ah oui, en effet, vous étiez parti dans d'autres idées. Ouais, en fait, Ouais, après, il y a eu une deuxième, là, il y a eu une coupure après ça, on va dire, où il y a eu une deuxième idée, c'était voilà, de jouer plus sur l'idée les libres-échanges, donc amour libre, etc. Et de faire, au lieu de deux chefs, donc on le voit sur les croquis, qui croisent les bras et qui échangent les fruits et légumes de leur pays, voilà, entre eux, c'était plutôt de faire un énorme groupe de chefs qui se font tous des câlins. Donc voilà, après pareil, il y a eu plein de croquis, parce que donc ça tournait. Il faut que la marque soit visible, mais de manière subtile, donc c'était un peu l'enjeu du truc. Voilà, est-ce qu'on fait une très très grosse bouteille avec tous les chefs autour, mais du coup on voit plus trop qu'ils se font des câlins. Ça fait l'orgie. C'est ça. Et alors finalement, ce qui a été retenu. Et finalement, après donc toutes ces étapes, finalement, ça a été plutôt ça. Donc vraiment juste les chefs qui se font des câlins avec, qui portent quelques ingrédients. Là, on voit une tête de cochon, une tête de poisson, un thon, un poulpe. Là, j'avais même fait un cobra. Je me fais un peu. J'avais voulu insérer des petites blagues et puis finalement, c'était ça, mais donc ça c'est les croquis un peu plus aboutis, les débuts d'ancrage qui eux après sont encore perfectionnés. Et pour aboutir à ça. Voilà. Donc ça, c'est la version la plus... Là, C'est c'est la finale. Ouais, ça y est, elle est validée. Ça arrive bientôt. Et c'est marrant parce que d'habitude, les visuels avec Fooding vont très vite et c'est la première fois que ça dure aussi longtemps. Donc Ouais, c'est un exemple. Ça arrive des fois que vous ayez autant de... Enfin, c'est déjà arrivé ou c'est la première fois que vous avez autant de déclinaisons? Là, ouais, c'est vraiment la première fois. Donc c'était un travail. C'est pour ça que, comme on vous disait, on était en charrette l'autre jour et ça avait pris... Du coup, tout a pris un peu de retard et donc là, on est en train de finir les éléments de la scénographie, on envoie tout au fabricant et donc avec des délais très courts, donc c'est un peu... Normalement c'est toujours assez speed, mais quand même un peu moins, quoi. Et donc ce projet-là, il se poursuit en dehors, il y a plus qu'une affiche, il y a des scénos et un site aussi. Il y a une scéno, un site, et dans la scéno, il y a aussi un menu, enfin une petite édition. Il y a... on a fait des cartes Panini, on a fait des sets de table. Donc comme on disait, on a un fil conducteur, un concept qui tient chaque projet, là l'idée c'est les échanges. Et surtout c'est l'échange entre les chefs. Donc ce qu'on a fait par exemple pour le menu papier, Marie t'as les PDF. Ouais. Le menu papier, donc à chaque fois ce qu'on fait c'est qu'on fait des portraits des chefs, mais en illustration, c'est plutôt sympa pour le public. Et donc, c'est la maquette de l'imprimeur. Ouais. Et donc là le concept en fait c'est avec ces portraits, de faire je crois que ça s'appelle un leporello quand c'est coupé comme ça. Et en fait, t'as chaque portrait qui se mélange. Et t'as les textes, t'as les textes en face, en fait, ça match en haut et en bas que quand t'as les bons visages l'un en face de l'un au-dessus de l'autre. Donc voilà, on continue dans cette idée d'échange permanent. Et donc après, voilà, c'était des échanges. Après sur le site, c'est pareil, le carrousel qui présente les chefs. Tout est mélangé. Et c'est que quand tu as le bon match des visages que le texte d'info il apparaît. Le site, vous l'avez là en il est en ligne. C'est trop bien. Donc là, le site découle du papier. Ouais, complètement. Principalement. Mais comme ce que tu disais, finalement, ça arrive souvent. Ouais, après, bon, c'est très... comment dire ? C'est très très simple là. Mais, ouais, c'est très simple c'est même... c'est presque de l'adaptation telle quelle, quoi, du papier juste pour faire une vitrine en fait. Et alors à chaque fois pour ça il a fallu faire donc là c'est des portraits normaux, là c'est un mélange qui est fait parce qu'on a mélangé les portraits d'office en fait, pas que quand on ouvre le menu il y ait déjà les bons couples, il faut que les gens cherchent vraiment. Et du coup des toutes petites maquettes d'avant. Ouais. Ah ouais, ça c'était pour... Vous avez passé combien de temps sur ce projet en tout L'affiche, c'est ce qui a pris le plus de temps. Après, une fois que tu as la bonne idée,
t'abats le travail, quoi, les supports. Hein. C'est vraiment pas le... Enfin, c'est le plus dur effet, en fait. Mais c'est là où tu vois que t'as une bonne idée ou pas. En fait, à chaque fois, là, pour tous les portraits, du coup, il a fallu trouver une sorte de gabarit, quoi, qui permette que, pour que ça fonctionne à peu près avec tous les styles de visage, c'est pas calé sur les contours. Parce que déjà, les portraits, ils ont dû être faits très rapidement, du coup, vu que tout était en retard. Hein. Et donc, donc, j'ai fait tous les portraits en 3 jours. Oh. Et donc, à chaque fois, je m'étais fait... je suis partie de photos, quoi. Et j'avais pas toujours des photos qui étaient vraiment de face ou quoi. Donc, j'essayais de trouver des lignes qui pouvaient être presque immuables. Donc, peut-être le centre du visage avec le nez. Voilà. Puis, à chaque fois, j'ai défini où devaient s'arrêter les sourcils ou tout ça. Et je cherchais la petite bête, là. Mais c'est pas les mêmes portraits qui sont là que ceux qui sont sur les affiches, si? Sur l'affiche, non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que du coup, l'affiche a été faite complètement en amont. D'accord. Et à ce moment-là, on savait pas du tout quelles allaient être les coupes de chef, quoi. Il y en avait quelques-uns, mais ils n'étaient pas encore tous validés. Et du coup, non, il fallait que ce soit dans l'affiche des visages assez génériques, et c'est pour ça qu'ils sont aussi simplifiés, on va dire. Mais c'est vrai que ça aurait pu être les chefs. Enfin, logistiquement, non. Voilà. Mais donc une fois qu'on avait fait le portrait et les menus, donc là on a mélangé les chefs et l'idée c'était qu'après les gens sur l'événement se mélangent. Donc il fallait donner quelque chose pour provoquer ça et donc on a eu l'idée de faire avec les têtes des chefs comme des cartes Panini à collectionner. Mais on donne aux gens des cartes Panini à l'entrée et pas forcément, mais ils en ont en double, ils les ont pas tous et donc ça force les gens à devoir se parler, à échanger entre eux les cartes Panini et donc après on a fait des sets de tables qui seront sur les tables où les gens pourront coller leurs petits Panini, tu vois, et faire leur collection. Ouais, Fooding, ils sont vraiment... Enfin, ils sont... Ouais, ils sont... Ce serait fou dingue, quoi. Ouais. Donc il y a ça, et après pour pousser encore plus le truc, on a fait des masques, ça doit partir en fabrication, des masques avec la moitié des visages des chefs, comme dans le menu, et comme ça les gens mélangeront leur propre tête avec celle des chefs. Et donc là c'est toujours la même histoire qui est répétée, mais comme le concept est simple et fort, on peut jouer avec. Et après, donc le site, comme je vous disais, c'est pareil. C'est ça. Donc on retrouve l'affiche, c'est déjà complet, d'accord. Et voilà, là t'as le carrousel qui se mélange, et tac, et le texte apparaît que quand les deux matchent ensemble. C'est génial. Et donc après il y a toute une signalétique, la signalétique, pareil, hein, c'est ça, t'as la signalétique, donc pareil, on retrouve le même principe, exactement le même principe que dans le menu, avec les chefs qui se mélangent, sauf que le texte s'intercale, mais en plus leurs têtes sont croisées, et comme c'est dans un lieu qui a un hangar entièrement graffé, donc hyper saturé en couleurs, je dis voilà, en faisant une affiche blanche, on allège un petit peu ce truc-là, on redonne une touche un peu plus chic, parce que sinon ça serait fondu dans le truc général, quoi. Donc après, vous n'avez pas échangé les noms et les prénoms ça devient un peu trop... Et jusqu'à la fin, après là, on va faire un corner où les gens vont pouvoir se retrouver pour échanger des trucs ensemble. Donc on retrouve l'ensemble des cartes Panini en couleur. Mais ça, finalement, c'est vous qui avez initié toutes ces idées-là, et du coup, ça crée de l'animation pour l'événement qui n'était pas forcément prévu par... On va dire que quand on a commencé à bosser avec le Fooding, forcément, nous aussi on commençait, donc ils donnaient un peu plus de direction, et au fur et à mesure des projets, une confiance mutuelle s'installe, et on peut se permettre de proposer des choses, et maintenant c'est une attente vraiment qu'ils ont de nous aussi. Et c'est là où on se fait vraiment plaisir. Hein. Après ça se mélange parfois, nous on commence à avoir une idée, puis ça leur donne des idées aussi, et du coup c'est tout le temps une sorte de ping-pong comme ça. De toute façon, une relation avec un client, il ne faut jamais qu'elle soit frontale. Tu vois, c'est pour ça même on n'est pas hyper fan de tout ce qui est appel d'offres et tout, tu dois proposer une solution, c'est une relation qui s'établit, c'est un échange, tu vois, t'es pas tout seul dans ta tour d'ivoire de designer et eux dans leur tour comme ça attendent la réponse divine, quoi, c'est complètement absurde. Donc mais c'est avec le temps qu'on arrive à voir ce genre de choses. Hein. Oui. C'est sûr que comme au premier abord, c'est pas évident, quoi. Et vous avez commencé avec déjà pas mal de réseaux ou ça s'est beaucoup...
Bah ouais, le début c'était beaucoup les éditeurs, comme on vous disait tout à l'heure, avec les éditions Helium, et puis 10-18, et après Fooding en fait. Assez vite, ouais. Et après, en fait, on n'a pas trop démarché en vrai. Et puis c'est vrai qu'en fait, pour l'instant, ce qui s'est passé, c'est que les gens sont venus à nous et que, c'est arrivé qu'on ait des trucs assez surprenants et c'est ça qu'on aime bien aussi. C'est vrai que peut-être si on allait chercher nous-mêmes, on irait dans des trucs qui nous conforteraient un petit peu, qui seraient dans notre zone de confort, alors que quand il y a des avocats qui sont venus nous chercher, on était un peu là, ah bon. Et puis là on est plus dans le démarchage, voir et se faire voir et voir qui vient vers nous aussi. Et ouais, on a eu des approches de gens quand même super bizarres. Genre, on a été approché par des supermarchés, par une chaîne de supermarchés pour faire des trucs, des trucs assez. On avait une association caritative aussi qui nous avait contactés et lui, il était dans des délais très speed et sans budget. Et malheureusement, on n'avait vraiment pas même si on voulait le faire, on n'avait pas pu, par exemple. Non, mais c'est pour ça qu'on essaie un peu en ce moment de nouer une nouvelle relation pour essayer de juste provoquer des choses auxquelles on s'attend pas, quoi. Des fois on rêvasse, on se dit qu'on enverra un restaurant d'andouillettes au pire et puis, c'est ça. puis voilà. Un projet de reconversion future. Ça nous fait pas peur pour le coup. Vous avez mis l'andouillette dans les 5A de votre site disponible. Mais ça c'était vraiment... Mais d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est que des mots en A. Oui, bah oui, c'était le principe des 5A. En fait c'est marrant parce que quand on parlait de notre nom tout à l'heure avec Abracadabra et le fait de garder les 5A, en fait on s'est tous les deux tout de suite dit ah ouais, les andouillettes, en fait on adore les tripes, donc ça aussi c'est une passion qui nous a rapprochés. On a oublié de vous le dire, c'est pas pour rien que vous dites que vous cherchez. Du coup, est-ce que l'objet surprise est une andouillette En fait on s'en a un peu choisi un chacun. C'est super. Voilà, donc Marie, vas-y, commence. Alors moi mon objet surprise c'est ça, c'est un marqueur Pentel Pen rouge numéro 50. Et en fait, c'est le truc où, en fait, quand je doute, ça me sauve. C'est un peu le truc facile. J'en reviens toujours à ça. Je dessine toujours avec ce truc, en fait. Enfin, très souvent, parce que je dis ça, mais en même temps, je disais tout à l'heure que j'aimais bien tester de nouvelles techniques. Mais ça, c'est un peu le truc de base où... Enfin, j'aime bien parce qu'il fait des matières... comme c'est rouge, on peut moduler au scan les niveaux et du coup créer un peu des matières. Voilà. Et donc c'est un peu mon objet fétiche. Par exemple, là, je fais un truc pour des épiceries berry et je dessine tout comme ça. En fait, c'est vraiment des aplats et après, comme ça fait des petites textures, je bosse ça. Et vous, vos objets, c'est quoi ? Votre t-shirt. Ah ouais, c'est vrai que ça fait partie, ouais. On est assez fétichiste des t-shirts, mais moi ce serait plutôt le post-cassette. Le post-cassette, parce qu'en fait, donc, comme je disais, moi j'étais venu au graphisme un peu par la musique, en faisant des logos pour des groupes de métal un peu dégueux. Mais donc le premier truc de métal que j'ai eu en main, c'était, je sais pas où je l'ai foutu, c'était une cassette d'un groupe de merde qui s'appelait Profane, que j'avais échangé contre un bracelet que j'avais volé au hall. Et voilà, c'est un peu ça qui étonnamment m'a amené à dessiner des typos, des logos, et au fur et à mesure à m'intéresser plus précisément au graphisme que seulement au dessin, et notamment dans le black metal, il y a quand même un style graphique hyper fort, très noir et blanc, et quand on fait de la typo, on travaille toujours en noir et blanc, et j'ai toujours gardé un lien, je trouve, entre la force des visuels qu'il y a dans le métal et même ce qu'on fait aujourd'hui, malgré la couleur qu'il peut y avoir dans notre travail. D'ailleurs, quand on travaille, moi je commence souvent, quand c'est moi qui commence des projets entièrement en noir et blanc, je fais des structures en fait, et après c'est Marie souvent qui revient, qui redessine, qui fait de la couleur et qui s'approprie la première ébauche, je crois, que j'aurais faite. Mais c'est marrant parce que vous venez du métal finalement, et c'est plutôt noir et blanc, et
Moi, dans les notes que j'avais préparées, à chaque fois, je remettais couleur. Ouais. Couleur. Finalement, ce qu'on concerne votre travail, c'est quand même beaucoup de couleurs et... Ouais, c'est marrant de voir une production toute en couleur et là t'arrives en rendez-vous, t'es entièrement en noir comme ça. Ça fait un... Bah, voilà, la couleur ressort, quoi. Voilà, Oui, c'est vrai. ça fait un contraste. Hein. On va dire qu'on met toute la couleur à l'extérieur de nous et puis voilà. Mais en tout cas, l'énergie qu'il y a dans... Je pense, ouais, l'énergie qu'on a dans notre travail vient purement de notre culture graphique. On se dit vernaculaire, mais vraiment quand même de l'affiche, quoi, de l'affiche de rock. Avec Marie, on a commencé à parler ensemble parce qu'on avait en fait le même bouquin qui s'appelle The Art of Rock, un gros album avec plein d'affiches cultes américaines, énormément. C'était nos premières références vraiment communes, hors du graphisme, du graphisme pour le graphisme, quoi. Et ça, c'était une marque de fabrique. Ouais, c'est ça en fait, les couleurs un peu acides, un peu psyché. Les typos qui se déforment, les typos à la main, le collage, voilà, tout ça, ça vient de là. C'est ça qu'on aurait pu le montrer. Donc, hein, voilà, tout vient un peu de ça. C'est que des typos d'émigrés déjà, puis voilà, la culture graphique, elle vient souvent de là avec... Ce qu'on retrouve dans les affiches de concert quand même, c'est l'impact visuel, un symbole très fort au milieu, de la grosse typo, souvent déformée. Tu vois, là on n'est pas à l'école de graphisme, on se dit est-ce que je peux déformer la typo ou pas, je sais pas. Et puis un côté un peu sale et fait à la main et un peu Ouais, à l'arrache, même si c'est un peu faussement à l'arrache aussi. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de pourquoi on dessinait à la main, mais je pense que c'est assez évident. Enfin, notre lien vient beaucoup de la musique. Entre quelqu'un qui fait de la techno... on aura moins la sensibilité de sa main dans sa musique que quelqu'un qui joue de la guitare. Et donc, je pense que dans le graphisme, c'est pareil. On critique pas la techno, on en écoute aussi, mais c'est pas les mêmes types de sensibilité. Et donc, je pense qu'on est resté attaché, de manière inconsciente, à ce côté rock, en fait. Voilà. Il est en rêve. Hugo, ton objet surprise. Oui, c'est vrai qu'il y a un oscilloscope. Et ça fait rire tout le monde parce que tout le Tout monde en a vu dans sa vie, mais personne ne sait à quoi ça sert. Et bah ouais, c'est indispensable à l'électronique. Et donc, j'avais dit, je viens du monde de l'électronique, et qui est en fait, pour moi, un peu la base de la programmation. Parce que tout... Bah, la programmation vient de l'électronique, en fait, tous les calculs bit à bit, etc. Bah, c'est de l'électronique à la base. Et donc voilà, pour faire de l'électronique, il faut un oscilloscope. D'accord, mais tu t'en sers? Oui. Enfin là, plus trop en ce moment parce qu'il est un peu cassé, mais j'en ai un deuxième. D'accord. Mais quand tu dis que tu fais de l'électronique... Bah, alors ça peut être, par exemple, Ouais, un projet... C'est vrai, on en a pas parlé du tout. Oui, l'hyperchapelle. Ouais, ce en projet, il est gros, génial. de plus en plus, là, on nous a proposé, c'est intéressant pour nous justement, d'intervenir pas en tant que graphiste, mais en tant qu'artiste, notamment pour une galerie à Metz. Et donc là, c'est assez cool comme exercice, mais comme on est quand même des graphistes, on s'est créé un peu une fausse commande à nous-mêmes pour avoir un prétexte de créer quelque chose, quoi. Parce qu'en fait, c'était la galerie Tata, et en fait, les filles de la galerie nous avaient proposé de faire ce qu'on voulait, mais à la base, c'était un peu l'idée d'une rétrospective, mais on s'est dit, bon, c'est peut-être un peu rude pour être... Enfin, puis on trouvait ça dommage en fait de faire une rétrospective de notre boulot. On s'était dit pour une fois qu'on a l'occasion de faire un truc qui sort complètement du champ de la commande, bah autant s'éclater quoi. Et puis qui regroupe un peu tous nos corps de métier du coup. Ouais. Parce que là on a utilisé le graphisme, la programmation électronique et même la typographie avec Jérémy qui a fait toute la typo. Et donc là, c'était en s'inspirant des vitraux. Ouais, le concept il vient de la galerie, en fait c'est un conteneur qui est itinérant. Chaque exposition il change d'endroit, et donc là c'était au pied de la cathédrale de Metz. Et la cathédrale de Metz, c'est la cathédrale d'Europe qui a la plus grande surface de vitraux, notamment avec des vitraux de Chagall, très connu pour ça. Donc comme on s'est inscrit dans le lieu en tant qu'artiste mais quand même designer, on a continué notre histoire de trouver un concept général pour dérouler notre projet. Donc en partant de cette idée-là, après on est parti aussi de notre idée d'un coup il fallait parler un peu un peu du rétro-futur. Et donc notre délire c'était de dire, alors le conteneur vient du futur, c'est une archéologie du futur, et dedans on retrouverait
une communication qui en fait la communication de la cathédrale dans le futur qui aurait été réappropriée par le peuple pour faire un lieu de culture un peu rock'n'roll. Voilà, en gros l'idée simple et un peu gratuite, mais voilà, on avait envie de se faire Vous êtes plaisir. raconté votre histoire. Et donc l'idée c'était de tout travailler autour de vitraux. Et en fait, ces vitraux, on les a montés sur des caissons lumineux. Et donc toute la typo créée par Jérémy aussi, c'était du vitrail, du négatif, du plomb de la lettre, et donc du plomb du vitrail qui vient former le dessin. Et après, ces caissons lumineux, on a pu jouer. Voilà, et en fait, on avait un déclencheur que les gens pouvaient toucher, qui est là, et paf, ça fait réagir les vitraux. Et en même temps, il y avait une vidéo qui captait ça, en même temps qui retranscrivait au fond tout ce qui se passait dans la pièce, mais sur forme de vitrail. Voilà, c'est des vitraux du futur, quoi. Et donc c'est que des affiches de concerts de groupes de rock qui viennent de Metz, et qu'on écoute vraiment. Et donc là l'idée, c'est vraiment en fait, on l'a fait donc la première fois dans le container à Metz, et la deuxième fois, cette vidéo-là, c'est à la Générale, dans le 11e, là. Et du coup, avec Hugo, l'idée, c'était de faire vraiment un dispositif différent pour chaque lieu, quoi, qui soit adapté à l'endroit. Donc là... À Metz, on touchait la vitre. Ouais. D'accord. En gros, l'idée c'était il fallait que les gens puissent tester leur conductivité spirituelle, un peu leur foi, quoi. Donc quand le conteneur était fermé le soir, les gens s'ils passaient devant et qu'ils mettaient les mains sur la vitre, ça allumait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc à chaque fois à Hugo de trouver comment faire Comment pour, fabriquer les choses. que ça fonctionne, et selon le lieu quand ça va se connecter, sachant que c'est un peu au dernier moment à chaque fois qu'on a installé, quoi. Donc, Ouais, parce qu'on va dire que comme je réfléchis pas forcément sur le graphisme, j'ai pas de vision graphique des choses, ce que je fais c'est des trucs qui arrivent après, quoi. J'ai besoin d'un point de vue global de ce qu'on va faire pour arriver à faire une interaction avec ça, quoi. Par exemple, là, la vidéo dans le fond, c'est un petit logiciel que j'ai fait qui transforme les gens en vitraux, mais si on n'avait pas encore le concept du vitrail, je pouvais pas commencer à bosser là-dessus. Donc ouais, ça arrive un peu toujours à la dernière minute, à l'arrache. On en a refait une expo le week-end dernier. Pareil, le déclencheur... À partir de ouais, la Chapelle. En fait, les panneaux sont là. L'idée c'était de te faire garder le concept, d'avoir un concept in situ. Et sauf que là, on a voulu faire du dessin. Enfin, c'est surtout Marie qui a dessiné. Et l'idée, c'est que ça se passait dans une usine désaffectée à Romainville. On a voulu créer un peu quels seraient les êtres qui vivraient dans ce lieu quand nous on n'y est pas. Et donc c'était des sortes de gardiens. Des sortes de gardiens de l'usine en fait. Et tout ça c'était accroché au plafond. Et en fait il y avait un détecteur de mouvement. Quand les gens arrivaient sous le cercle de panneaux lumineux, paf, ça clignotait sur eux comme ça. Ça c'est qu'en gros que par persistance rétinienne que les gens voyaient le dessin un peu des monstres. Et, donc, on les appelait pareil, du coup, les bâtards béton. On avait besoin du lieu, enfin moi pour pouvoir faire trouver l'interactivité la plus sympa avec les gens, il me fallait connaître le lieu, connaître la disposition finale des trucs. Et comme on a un peu tout fait à l'arrache, forcément ça arrive au dernier moment. Et c'est encore avec une typo de Jérémy, la digestive. Il fait partie du... Ouais, sans le vouloir, il fait un peu partie du truc. de l'atelier. Et du coup, t'avais trouvé quoi comme solution alors, si tu dis que tu l'as trouvé au dernier moment? Là c'était juste un détecteur de mouvement en fait. D'accord. Au début, c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le temps, on essayait de trouver un truc interactif. En fait, que les gens sentent pas comment ils déclenchent le système. Et au final, on n'a pas trop trouvé d'idées intéressantes. Si au début, on voulait le brancher sur la chasse d'eau. Mais on s'est dit que les gens n'iraient pas suffisamment aux toilettes ou tireraient pas suffisamment la chasse pour que le truc soit visible. Ouais, puis les toilettes étaient hyper loin. Ouais, Donc on aurait du mal à faire le rapprochement. Et donc détecteur de mouvement, quoi. C'est un peu simpliste, mais bon, c'était... C'est la contrainte qui rend créatif aussi. Ouais, parce qu'au début, t'avais une autre idée, non? Sous le cubi? Ouais, Quand sous quelqu'un le se fait cubi, l'envers. Là, ça aurait clignoté vraiment tout le temps. Mais voilà. Et donc, j'espère qu'il y en aura d'autres. C'est vrai que là, on a un peu recyclé ce truc pour une troisième fois, mais là, je pense qu'après, on essaiera de trouver une autre idée. Mot de la fin alors? Un truc un peu bateau, mais qu'il faut toujours se faire plaisir. Je
trouve ça important. Voilà, comme on dit dans le quartier. Puis ouais, de surprendre, quoi, essayer de toujours faire des choses un peu nouvelles et de sortir de sa zone de confort. Enfin, c'est ce que nous, on essaye de faire. Un immense merci à Léopold, Marie et Hugo pour avoir pris le temps de cette discussion alors même qu'ils étaient en pleine charrette pour un client. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute et votre temps. Nous espérons que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos avis sur iTunes ou sur SoundCloud. Nous sommes toujours à l'affût de critiques constructives afin de nous améliorer. Pour une expérience plus complète, avec notamment des images et des bonus, vous pouvez aller faire un tour sur notre page Facebook ou notre blog Medium en tapant le radiographe. Rendez-vous vendredi dans 15 jours, à 18h, pour un nouvel épisode. À très bientôt!